ce fut un projet de loi comportant le respect des principes de l'article qui est maintenant voté dans le Sénat français. Il y a ajouté une prohibition des pratiques religieuses dans les universités, également une interdiction du hijab, du voile pour les filles de moins de 18 ans et leurs mères dans les endroits publics. Donc, la France dit qu'elle ne cible pas les musulmans, mais plutôt combat cet islamisme. Pourtant, les musulmans ont vu que ceci est une violation de leur propre vie privée, ainsi qu'une campagne pour conforter l'extrême droite avant les élections de l'année prochaine. Nous allons donc discuter de la relation entre la France et les musulmans sur ces territoires, ainsi que l'impact de cet héritage musulman sur la République. Donc, ces interdictions ne vont-elles pas contre la laïcité française? Nous allons passer en revue les opinions de partis françaises diversifiés, y compris des leaderships musulmans. Est-ce que la crise des musulmans en France a rapport avec leur religion et leurs pratiques religieuses ou avec la marginalisation économique et sociale de beaucoup d'entre eux dans les banlieues? Comment assurer l'intégration de ces musulmans dans la communauté française et l'introduction de la communauté française aux principes musulmans? Nous avons Dr Mohamed Ben Nasser, qui est professeur à Paris, M. Olivier Cadic, membre du Sénat français. Avant de commencer notre dialogue, nous allons suivre un reportage sur les musulmans de France. Un chapitre très important dans la relation de la République française et des citoyens musulmans. Après l'intervention de Macron en octobre 2020 dans les banlieues parisiennes, où il a ciblé ce qu'il a appelé le séparatisme islamiste et la nécessité de le combattre. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. Il est en train de parler. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts respectés des valeurs de la République, se traduit souvent par la constitution du contre-société. Lorsque j'ai rencontré le président avant son intervention là-bas, je lui ai dit, Monsieur le Président, il nous faut éviter ces effets 95% des musulmans veulent vivre en paix. Il ne faut pas les stigmatiser ni les cibler. Ils ne doivent pas se sentir en danger. Quelques journaux ont dit que le président voulait attirer les voteurs de droite et de l'extrême droite. Ceci a eu lieu après une attaque. Il est en train de parler de l'attaque qui a eu lieu. Donc, la loi aborde également les lieux de culte. On voit Marine Le Pen en train de parler maintenant. Le président semblait avoir compris mon inquiétude, ma position face à la montée en puissance du communautarisme. Ça fait 20 ans qu'on dénonce cela, et de l'islamisme. Le changement de position par le président Macron, soudain en octobre, dû à une stratégie électorale, politique, de ce qu'il a compris à la mi-2018. Qui est-ce qui parle là? Pardon, monsieur, les producteurs sont en train de me parler. Monsieur, vous nous parliez
Oui, qui est... compte des votes au Sénat, comment on l'appelle ceci spécifiquement, l'explication de vote, vous avez dit? Oui, c'est chaque sénateur peut expliquer son vote, comment il va voter, pourquoi il va voter. D'accord, comme une justification de son vote. Absolument. Okay. Noté. Donc, ce discours de discrimination contre les musulmans, qui a été prononcé par certaines catégories, l'extrême droite et la droite, beaucoup plus que la gauche, est devenu le discours de l'État. La relation avec les citoyens français musulmans a commencé ou remonte au 19e siècle, lorsque la France était entrée en Algérie. Elle a donc reconnu seulement cette religion dans ses territoires colonisés. La France était dans une position d'hégémonie à l'égard des musulmans. La rencontre entre la France et les musulmans les rencontres avaient lieu chez les musulmans. Une grande transformation a eu lieu durant la Première Guerre mondiale en 1914 sur la relation entre la France et les musulmans des colonies, lorsqu'ils ont mobilisé des centaines de milliers dans les combats ou dans ces usines. Et elle a décidé donc de bâtir la Grande Mosquée de Paris en 1922 pour immortaliser les esprits de ceux qui étaient morts pour la France. Donc l'imam, ou le doyen plutôt de la Grande Mosquée de Paris est en train de parler. Les pays colonisés étaient en train de clore le chapitre de colonisation et ceci a été donc terminé par l'indépendance de 1962 de l'Algérie après plusieurs combats du Front National. Surtout que plusieurs personnes de ces populations avaient rejoint la France qui avaient besoin de main-d'œuvre dans ces usines. On était chez les musulmans. M. François Bourga est en train de parler. Donc, jusqu'aux années 50, on était chez les musulmans. Et puis, les musulmans sont entrés en France parce que la France avait officiellement requis ceci pour assurer des ressources politiques et économiques. On avait besoin d'eux. On avait besoin d'eux pour participer ou faire partie du développement de l'économie française. Les années 80 ont connu un développement principal dans la relation, surtout après le regroupement familial, la loi de regroupement familial en 1975. Donc, il y a eu l'association des fondations musulmanes aux années 80, quelques 200 institutions pour promouvoir la compréhension de l'islam parmi les émigrés. Les années 80 ont connu beaucoup de construction de développement. On a donc établi l'Union des associations musulmanes en France afin de pourvoir aux besoins de la communauté musulmane en France. Les besoins pédagogiques, les besoins de transfert la connaissance et le savoir de l'islam. Ces associations ont été portées, se sont développées des pratiquement après l'arrivée de grand nombre de musulmans, des pays musulmans vers la France. Donc voilà le développement démographique dû à l'émigration. Les années 80 ont connu de nouvelles générations de musulmans de France qui ont préservé les traditions islamiques, surtout le port du voile islamique, qui a causé beaucoup de controverses dans un incident en Crète lorsque
Le directeur avait donc refusé l'entrée de 3 filles voilées à l'école. Ceci a causé beaucoup de chocs en France. Et les musulmans donc étaient pour la première fois face à cette controverse. Les premiers moments de cette tension étaient sur le port du voile à Crel en 1989. Donc cette question a soulevé beaucoup de questions. Nous avons réalisé que c'était un moment décisif lorsque deux filles françaises ont décidé de porter le voile dans une école publique. Le sujet du hijab est toujours discuté dans les cercles politiques. Il est mal compris par les pays qui regardent la France de l'extérieur. Dans la maison publique, on met beaucoup l'accent sur les parents, sur les professeurs qui ne veulent pas que leurs enfants soient victimes de pression religieuse. On a vu que ce port du voile traduisait une pression par les parents de ces filles sur leurs enfants. Il ne faut pas avoir peur d'un voile sur la tête. Vous ne connaissez pas ces filles. Vous devez leur parler, voir ce qu'elles font. Elles sont intelligentes. La vie ne fait pas le moine. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de réserves à l'égard par la communauté à l'égard de ces filles, à l'égard de l'islam, parce que ceci reflétait une incompréhension. Il y avait donc une vraie bataille entre l'élite et les religieux. Après la question du voile à Crel et d'autres incidents similaires, la République a développé un projet de loi qui interdit le port de signes religieux ostentatoires dans les espaces publics. Il y a eu beaucoup de manifestations pour condamner cette décision par le Parlement et la loi a été promulguée en 2004. Nous avons demandé aux filles musulmanes d'enlever le voile lorsqu'elles entrent dans l'école et de le remettre après l'école si elles le veulent. On a dit qu'il nous faut trouver des alternatives telles que les écoles privées musulmanes. Les musulmans de la France, quelques 5,5 millions de personnes, se sont adaptés avec les lois de la République. Mais les incidents terroristes de 2015 ont remis l'accent sur cette question. Et en dépit de la condamnation par la communauté musulmane de ces attaques, les partis de l'extrême droite ont exploité ces incidents pour exprimer leur haine à l'égard de ces musulmans et ce qui a promu l'islamophobie. Les agressions, ou plutôt les attaques de 2015 ont été très importantes parce que ça a donné l'impression dans le pays qu'il n'y a rien de certain, rien de sécurisé. Il y a des partis qui veulent marginaliser les immigrés, surtout ceux qui viennent d'origine musulmane de la France. Heureusement, ces partis n'ont pas appelé publiquement à la violence contre les musulmans. Bien évidemment, il y a des actes d'islamophobie en France, on le voit chaque jour, mais en même temps, nous ne sommes pas les Ouïghours en Chine. Il y a une très longue histoire entre l'islam et la République française. Je n'utilise pas le terme islamophobie. En France, il y a des actes qui peuvent être contre les musulmans, mais ils sont beaucoup moindres qu'ils ne l'étaient dans les années 70. L'islamophobie en France nous donne l'impression qu'on n'a pas le droit de critiquer notre religion. Les détracteurs de l'islam se servent de ça.
À chaque fois qu'on développe une relation de normalisation et de calme avec notre environnement et qu'on commence à accepter l'islam, il y a un incident qui vient tout remettre en question. Nous sommes donc victimes de ce fléau. La France a connu des exemples de la haine contre les musulmans et de l'islamophobie dans les discours, dans les médias. Je pense qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. Ce qui a poussé Europalestine, cette association, à intenté un procès au tribunal le 6 septembre 2016. Eric Zemmour sur France 5 dit « Les musulmans sont tous des terroristes. Ils sont en train de coloniser nos territoires, de les envahir. Il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. » Nous avons donc gagné contre Eric Zemmour, mais il a eu recours à l'appel et nous avons également gagné contre lui jusqu'à la Cour de cassation. Il a trouvé coupable d'incitation contre l'islamophobie. Un incident similaire a eu lieu en août 2015 au sud de la France lorsque le petit journal catalan, un journal local, a donc publié un article « Les Martiens veulent envahir un café ». L'association des commerçants a intenté un procès contre le journal. Donc, l'auteur de cet article donc, a perdu le procès. Donc, on voit quelqu'un qui parle de cet article, il dit qu'on était choqués et on est en train de nous décrire comme si on était des Martiens, on est des Français, nous sommes nés, nous avons grandi en France. Donc, la justice, il faut aller chercher la justice. La justice ne vient pas vers nous. Les implications de cette controverse sont devenues mondiales après ce qu'a prononcé le président Macron, après la tuerie de Samuel Paty. Il y a eu donc une grande campagne de boycott contre les produits français partout dans le monde, surtout dans le monde musulman. Notre pays est malade de séparatisme, surtout le séparatisme islamiste qui gangrène notre unité nationale. Après cette attaque terroriste, le président a souhaité mettre l'accent sur ce fléau. Lorsqu'on est malade, il faut savoir où est la maladie. Regardez ces variants. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en train de parler en février 2021. Les médicaments présentés par la majorité parlementaire, le gouvernement, c'est de rester fidèles, de renforcer, souligner les principes républicains. Donc, les lois et les législations maintenant parlent du respect des principes de la République, ce qui affecte la relation entre les musulmans et la France. Surtout après le vote par la majorité à l'Assemblée nationale en février 2021. Le refus des musulmans et de l'islam remonte à l'époque coloniale. Les musulmans étaient contrôlés on les contrôlait dans leur propre territoire. Ils sont maintenant sur notre territoire, ils demandent nos droits. Les musulmans, dans leur majorité, veulent vivre en France et
sous l'égide des principes de la République. Il faut arrêter et il faut donc leur permettre de s'exprimer. Donc c'est la fin du reportage, on commence l'épisode. Nous souhaitons la bienvenue à Dr Mohamed Ben Nasser Dofibari, professeur dans l'Institut européen pour les sciences sociales et humanitaires, et M. Olivier Cadic, le membre du Sénat. Monsieur Olivier, on commence avec vous. Après l'adoption dans l'Assemblée nationale du projet maintenant, cette loi pour le séparatisme qui est très controversée en train d'être votée, beaucoup ont vu que ceci est une violation des droits des musulmans dans leur façon de s'habiller, de manger et de pratiquer leur culte. Comment ce vote a-t-il lieu maintenant? Doucement, monsieur. Bien, j'ai bien écouté le reportage qui me semble quand même donner une image très, très négative de la France et de la façon dont elle perçoit les musulmans. Et je n'ai pas du tout reconnu ce que je vis, moi, en France. Voilà. Où les musulmans peuvent pratiquer leur culte sans aucun problème. Alors, ce texte qui est voté ce soir au Sénat, qui a été voté à l'Assemblée nationale, répond à une volonté qui est de lutter contre une forme de séparatisme des groupes extrémistes, violents, utilisent toutes les libertés, tous les droits que notre République offre pour agir au nom de l'islam en détournant la religion. Ils utilisent le cadre d'association. Ils enseignent qu'il ne faut pas respecter la France, qu'il ne faut pas respecter notre droit et qu'il faut en quelque sorte sortir de nos lois. Ils enseignent que les femmes ne seraient pas l'égale des hommes. Ils enseignent même que les petites filles ne doivent pas avoir les mêmes droits que les petits garçons. Monsieur Olivier, tout ceci est bien compris. Nous avons déjà suivi tout ce dialogue qui a lieu dans les médias français. Mais combien parmi toutes ces personnes qui représentent vraiment les musulmans français, surtout qu'il y a la majorité qui sont nés et ont grandi en France, pour que cette loi s'applique sur toutes ces personnes? Mais la loi s'applique à tous et à toutes. Quand vous parlez tout à l'heure de la loi de 2004 sur le voile, vous la présentez comme une loi justement contre le voile à l'école. Mais c'était une loi contre tous les signes religieux au sein de l'école, que ce soit le voile, la kippa ou la croix. Donc la présentation que vous faites, c'est une présentation qui est biaisée. Un citoyen en France se définit par son appartenance à la nation avant la religion. Elle présente ses excuses pour vous interrompre. On ne parlait pas seulement de la loi de 2004 parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2021 et ces lois deviennent encore plus féroces comme elles sont perçues par les musulmans français. La loi actuelle qui est en train d'être votée maintenant dans le Sénat, il est donc clair qu'il y a une volonté politique de l'adopter. Ces textes ne mentionnent pas l'islam, franchement. Mais lorsqu'on parle du financement des institutions religieuses,
la polygamie, certains timings pour que les femmes puissent nager dans les piscines publiques. On comprend qui est visé, qui est ciblé ici. Mais encore une fois, je viens de vous l'expliquer, mais à partir du moment où vous me dites, vous m'interrompez et vous me dites que donc c'est pas le sujet, là, je suis perturbé. La France est un pays qui n'a de problème avec aucune religion au monde. Elle s'y exerce toute librement. Excellent. Nous passons la parole à M. Mohamed Ben Nasser pour l'écouter. Est-ce que vous pensez qu'il y a donc une mauvaise représentation de la France? La France respecte toutes les religions. Cette loi cible ceux qui violent les principes, les séparatistes, les isolationnistes qui commettent des actes de terrorisme. Cette loi, donc quels sont ses défauts, quelles sont ses lacunes? Il y a beaucoup de personnes parmi les élites françaises qui ont également rejeté cette loi. Merci de m'avoir parmi vous. C'est un sujet très important. Nous avons besoin de cadrer ce problème. Le problème de la France avec l'islam n'est pas nouveau, avec les musulmans n'est pas nouveau. Jusqu'à présent, la France officielle au moins traite avec les musulmans comme s'ils étaient les sujets, non pas des citoyens. Donc, la mentalité comme des ressortissants. Il y a un point très important. Même si la France devient plus ferme dans ses politiques à l'égard des musulmans, la France sent qu'il y a une élite qui la protège, qui la défend dans les pays musulmans, qui défendent également cette politique contre les musulmans. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Le problème de la France n'est pas avec ce qu'elle appelle l'islamisme, mais plutôt l'islam modéré. Parce que l'islamisme, c'est quelque chose qui est rejeté par presque tous les musulmans. Les musulmans pensent qu'il y a des pratiques islamistes inacceptables et on doit les combattre, mais par la loi. Donc les musulmans n'ont pas un problème là-dessus. Leur problème, c'est qu'il y a des lois qui sont issues contre les modérés et non pas contre les extrémistes. Donc, bientôt, une loi sera discutée qui permet aussi de porter l'habit de la charia islamique après l'âge de 18 ans. Donc ces lois ne ciblent pas ceux qu'ils appellent des extrémistes. Ces lois donc visent tous les musulmans. De là, je pense que la France a besoin de changer sa perception. Alan Mink, l'un des grands penseurs parisiens, dit la France aussi entre deux étages, l'étage européen et l'étage local. Donc la France est très en retard par rapport aux lois européennes et la France a rudement besoin de changer cette approche pour aller avec donc l'atmosphère européenne. Monsieur Olivier Cadic, à vous maintenant. Nous voulons comprendre, parler de ce séparatisme. Nous n'avons jamais entendu parler de séparatisme, sauf en France. Il y a beaucoup de musulmans dans le monde entier. Même dans notre programme, nous avions
visité plusieurs régions, y compris Christchurch en Nouvelle-Zélande, où il y a eu des massacres contre les musulmans. Nous avions rencontré des musulmans. Ils n'ont pas parlé de séparatisme, ils ont parlé des musulmans qui sont très bien intégrés et contribuent parfaitement à la communauté de la Nouvelle-Zélande et se sentent en appartenance. Pourquoi en France on parle de séparatisme et ceci est un discours de l'État? Allez-y, monsieur, comme vous voulez, pas nécessairement doucement. Écoutez, je suis assez atterré par la présentation qui est faite, parce que là, vraiment, j'ai l'impression que la France est à un tribunal jugé. Vous voulez qu'on visite le monde ensemble avec, pour voir la cause des musulmans? Mais allons ensemble au Xinjiang, allons voir les Ouïghours, qui sont dans des camps de rééducation, tels que le disent les Chinois. C'est la plus grande détention de minorités ethniques et religieuses depuis la Seconde Guerre mondiale. Où est en ce moment la population musulmane privée de Ramadan, des musulmans contraints par les autorités chinoises de manger du porc, de boire de l'alcool, de renier leur religion, des mosquées qui sont démolies. Voilà la réalité de ce que vivent les musulmans en Chine. Et pourtant, est-ce qu'il y a une voix, est-ce qu'une voix se prononce dans le monde pour venir condamner ce qui se passe en Chine? Vous êtes en train de comparer les musulmans français. Non, je ne compare pas. Vous dites que dans le monde, il n'y a qu'en France que les musulmans ont des difficultés, ont des problèmes. Vous mettez la France en accusation, mais personne ne défend dans le monde musulman ce qui se passe avec les Ouïghours. Nous, Français, nous, parlementaires français, l'avons dénoncé. Les parlementaires européens l'ont dénoncé. Où êtes-vous à ce moment-là pour protéger les musulmans au Xinjiang? Nous protégeons la liberté de culte, la liberté de religion. Ce sont les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été inventés en France. Dans notre pays, des gens se servent de notre liberté pour nous attaquer. Nous voulons défendre la liberté. Encore une fois, en parlant de nos visites dans plusieurs régions, je parle des pays de l'Occident, en Vienne et en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, on ne peut pas comparer ceci avec les pratiques contre les Ouïghours. Ah, mais attendez, pourquoi vous ne voulez pas comparer, puisque les pays... Isolationnisme islamiste. Est-ce que vous pensez que la France est en... Non, mais attendez, pourquoi vous ne voulez pas en parler? Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Qui ont mené à l'extrémisme. Pardon, monsieur, elle est en train de vous poser une question. Donc, ceci ressemble aux dictatures de nos régions arabes où il y a eu des révolutions contre ces dictatures. Vous ne parlez pas de manière franche des raisons économiques, sociales qui ont poussé tous ces jeunes Français musulmans à l'isolationnisme ou vers l'extrémisme violent qui est bien sûr condamné par tous et à tous les niveaux. Écoutez, vous savez, hier dimanche, j'étais devant la stèle au Bataclan et je me recueillais. Et un monsieur est arrivé vers moi. Il avait une canette de bière à la main. Il était visiblement éméché. Et alors que je me recueillais, il m'a dit « Mais vous savez, tous les crimes que la France a commis, il en faudrait du marbre pour mettre le nom des victimes dessus. » Alors que je me recueillais. Et cette personne m'a dit « Je suis tunisien et je resterai ici. » Voilà. Donc c'est ce que certains vivent en France en ce moment. Nous avons des difficultés en France. Nous le savons et justement nous cherchons à évoluer dans le bon sens. Nous cherchons à défendre les principes républicains, à vivre ensemble. Mais j'ai discuté avec cette personne. Je lui ai juste demandé de baisser le ton. Parce que nous sommes dans un pays de liberté. Même s'il m'agresse alors que je suis dans mon pays et qu'il n'est pas français, je l'écoute, je discute avec lui. C'est ça, la France.
Donc, on passe la parole à notre autre invité. Donc, à l'égard de ces inquiétudes, à l'égard de l'isolationnisme islamique, ceci n'est-il pas justifié par les attaques contre la France depuis 2015 qui, en fin de compte, sont perpétrées par des jeunes musulmans? Donc, on ne sait pas qui est derrière ces jeunes musulmans. Est-ce que c'est tous les musulmans, la majorité des musulmans? Derrière ces groupes dont le financement n'est pas révélé, pourquoi les musulmans doivent payer le prix et doivent être blâmés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis? La majorité des musulmans veut vivre son islam en toute coexistence avec le régime républicain sans problème. Pourquoi donc sommes-nous punis, nous, la majorité des musulmans, par des lois qui sont proposées pour combattre ces actes terroristes? Monsieur Mohamed, il y a beaucoup de critiques de ces associations et institutions musulmanes et islamiques. Les autorités françaises considèrent qu'elles ne s'étaient pas développées de manière à être en harmonie avec les valeurs de la République. Elles n'ont pas arrêté la politisation de la religion. Elles sont toujours affectées par les influences des États étrangers, ce qui a poussé la France à adopter cette approche en mettant la pression et en imposant ces lois pour que ces associations musulmanes se développent de par les lois ou pour être en harmonie avec les lois françaises. Qu'en pensez-vous? Non, non, non. Le fait d'avoir un autodéveloppement, un développement et une croissance au niveau interne de ces associations, ceci est, donc si l'on veut qu'un groupe se développe, il faut leur présenter des raisons pour ce développement. Il ne faut pas les mettre sous pression. Qu'en est-il de ces accusations contre ces associations musulmanes qu'elles sont en train d'être financées par l'étranger? Ce qui veut dire que leur loyauté, c'est à ces donateurs étrangers. Il y a deux choses à discerner ici. Bien sûr, exprimer des idées doit se faire dans le cadre de la loi. Toute expression de toute idée à l'extérieur de ce cadre juridique est considérée comme une violation de la loi et les auteurs doivent être tenus responsables. Mais les musulmans ne doivent pas, tous les musulmans ne doivent pas payer le prix pour des actes commis par certains musulmans. Il faut savoir qui finance ces groupes, qui est en train de les former, qui les aide, qui planifie les actes, etc. Voilà des questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. Il n'y a que des accusations. Qui est le vrai sponsor? Qui se tient derrière ces groupes? Monsieur Kadi, c'est à vous maintenant. Donc, ce qui est actuellement discuté en France, c'est un islam français. Quel est le genre d'islam que la France veut pour ses citoyens? Vous avez dit que tout le monde est égal. Est-ce qu'on parle de sikh ou de bouddhisme ou de judaïsme français ou de France, par exemple? La France est un pays qui n'a de problème avec aucune religion du monde. Elles s'y exercent toutes librement. Tout simplement parce que nos lois sont le fruit de l'esprit des Lumières, empreint du discours sur la tolérance de Voltaire.
chacun peut s'exprimer librement et la liberté d'expression est totale. Ça veut dire qu'on peut accepter de débattre les uns avec les autres, dans le respect de chacun, ce qui ne nous empêche pas de nous critiquer les uns les autres, et ça, quelle que soit notre religion ou notre philosophie. En France, il y a la liberté de croire ou de ne pas croire. Et les musulmans, tels que vous les présentez, ne sont pas forcément tels que je les vois. Celui que j'ai vu hier, qui avait une bouteille de bière à la main, avait une approche personnelle de cette religion. Tout le monde n'est pas pratiquant en France. Donc, nous ne portons pas cette question de religion comme une question primaire. Nous sommes avant tout des citoyens de la nation française, avant d'avoir une religion. Et cette religion, nous devons la garder pour nous. Elle est personnelle. C'est très beau ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Cadic, en théorie. Mais d'aucuns considèrent que tout ce qui a lieu, en fin de compte, toute cette controverse, toute cette conversation n'est qu'une tentative pour attirer les votes de l'extrême droite. Il y a également donc, comme si le président Macron voulait faire beaucoup plus que Marine Le Pen pour attirer ses votes. Mais c'est pas comme ça que se construit un pays. C'est pas en opposant les uns avec les autres. Ceux qui cherchent aujourd'hui à stigmatiser les musulmans ou à les victimiser cherchent à porter atteinte au bon équilibre de notre pays. Nous avons nos difficultés, comme tous les pays. D'ailleurs, dans les pays musulmans aussi, les chrétiens ont des difficultés, ne peuvent pas toujours s'exprimer librement. Est-ce qu'il est possible de changer de religion, d'abandonner par exemple la religion musulmane pour librement en choisir une autre? Ça n'est pas si facile que ça partout. Nous ne venons pas donner des leçons à tout le monde. Et donc ce que nous aimerions, c'est que l'on soit un peu respectueux de ce qui se passe en France. Nous aussi, on cherche à améliorer le cadre de vie pour tous les citoyens, permettre un mieux vivre ensemble. C'est ce que nous cherchons à faire. Et il y a des gens qui cherchent à détruire ça. Nous en sommes conscients. Mais nous tenons bon et nous améliorerons encore notre pays. Et croyez-moi, si vraiment c'était intenable pour les musulmans de vivre en France, je suis sûr, malheureusement, qu'ils partiraient dans un autre pays. Ce n'est pas ce que nous voulons. Oui, mais M. Cadic, vous n'avez pas répondu à ma question qui se rapporte au fait que toute cette controverse est pour des objectifs électoraux et politiques purement en France. La preuve étant que les politiciens français qui sympathisent ou qui défendent ou qui même comprennent la difficulté auquel les musulmans sont confrontés comme étant l'islamo-fascisme, l'islamo-gauchisme. Donc c'est une accusation faite par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et a été reprononcée par Frédéric Vidal après avoir été seulement pour l'extrême droite. Quel est le danger que ce terme soit adopté par l'État de manière officielle, dans le dictionnaire officiel? Mais c'est un discours, encore une fois, qui ne reconnaît pas les lois de la République, qui est véhiculé par certains, qui, sous couvert de pratiques de l'islam, en fait sort de ces réelles pratiques. Et donc, il cherche à porter atteinte au bon fonctionnement de la République. Mais dans notre pays, tout le monde n'est pas démocrate. Il y a des gens qui n'aiment pas la démocratie, qui aimeraient un régime fort, totalitaire. Et donc, ils s'en servent d'un côté comme de l'autre
Ils se servent de ces gens-là. On en est conscient. Mais moi qui suis au centre de l'échiquier politique, je le vois bien. Je cherche à imposer les valeurs des Lumières et à vérifier que ce que nous cherchons à porter comme esprit démocratique s'applique. Mais je combats tous les extrêmes, quels qu'ils soient. Donc, à notre autre invité, pour ce qui est de la responsabilité des musulmans français, certains considèrent qu'ils vivent toujours au Moyen-Âge. Soyons francs. Quel est le rôle des musulmans pour améliorer leur image, pour se présenter sous leur meilleure image et s'intégrer dans cette communauté? Ils font partie de ce pays. Il leur faut respecter les valeurs et les principes de la République. Oui, c'est vrai, mais de quoi ont besoin les musulmans? Ils ont besoin d'être rassurés. Il ne faut pas qu'ils se sentent ciblés ou victimes pour qu'ils puissent se développer leurs institutions pédagogiques. Mais on leur fait pression sur eux, pression sécuritaire, politique, pédagogique. Ceci ne va pas les aider à se développer. Je pense qu'une partie de l'élite française est appelée à se développer, à les considérer, non pas comme des ressortissants, mais plutôt comme des citoyens avec tous les droits de citoyens. Il faut également dire qu'ils sont, parler du fait qu'ils sont en train de pratiquer avec toute liberté. Ceci est très normal dans un pays, dans un régime démocratique. Si l'on compare la France avec d'autres pays, malheureusement qu'on est en train de comparer la France démocratique avec ce qui a lieu en Chine. Donc, les musulmans assument une part de la responsabilité. Pour qu'ils puissent le faire de manière réaliste, il faut qu'ils soient traités comme des concitoyens et que la loi promeut leur traitement en tant que concitoyens. Mais le fait de les mettre toute cette pression sur eux ne leur permettra pas de se développer, ces institutions. Ça y est, c'est la fin du segment ou du programme, monsieur. Monsieur Olivier est en train de vous remercier et de vous présenter encore une fois. Ce fut un grand plaisir. Merci, monsieur. Ce fut un plaisir. Passez une bonne soirée. Bye bye. Merci.